Bonjour à tous et à toutes, je suis désolé de ne pas pouvoir être avec vous, mais de longue date j'étais prévu pour participer à un congrès hors de Lyon et donc malheureusement je ne suis pas avec vous. Mais malgré tout, j'aimerais partager avec vous un certain nombre de notions et de réflexions autour de ce qu'est le One Health. En pratique, c'est une réflexion qui est basée sur le constat que l'on peut faire après 2 ans de Covid. Qu'est-ce qu'il aurait fallu faire pour qu'on évite la crise Covid? Et à partir de là, en fait, on est obligé de penser au One Health et on est obligé de penser en fait à ce qu'il aurait fallu faire et quels sont les outils qu'il faudrait développer. Et ça suppose de passer à l'action et d'avoir surtout une ambition extrêmement importante qui est difficile à mettre en œuvre parce que construire une réponse lorsqu'on est avec une approche multisectorielle, c'est toujours quelque chose qui est compliqué. Mais gardons en tête que finalement, ces pandémies, même si on a l'impression qu'on a un phénomène d'accélération de ces émergences virales qui, de façon incessante depuis le début du XXe siècle, viennent heurter la population humaine. On a eu le SARS, on a eu les virus H5 en 2006, entre 2006 et 2008, on a eu ensuite la grippe pandémique de 2009, puis après il y a eu le MERS, et puis après il y a eu Ebola. Et cette impression d'accélération, finalement, fait comme si on était face à un problème inéluctable. Or, le problème n'est pas inéluctable. C'est un problème qu'il faut bien comprendre comme étant un problème mondial, c'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir une réponse territoriale localisée, ça doit être une réponse très large, mais qui doit se construire dans la durée et avec la possibilité d'apporter des réponses qui sont des réponses parfois qui sont des petites touches à court terme, mais qui vont montrer que finalement on a la possibilité de maîtriser un risque d'émergence. Alors, quel est le bilan finalement par rapport à la crise Covid? Bien, globalement, ce que l'on peut dire, c'est que les écosystèmes, d'une manière générale, sont dégradés. Les écosystèmes sont dégradés et de ce fait, les pathogènes qui sont présents dans la faune sauvage viennent au contact de l'homme. Et la transmission de ces pathogènes à l'homme se fait probablement par des hôtes intermédiaires parce qu'il y a eu un enrichissement dans la faune sauvage d'un certain nombre de pathogènes faciles à transmettre. Et donc, si on veut construire une réponse vis-à-vis de cela, à partir du moment où on sait que finalement la phase initiale du problème est dans les écosystèmes et la phase finale est en pathologie humaine, avec un intermédiaire au niveau de la médecine vétérinaire en quelque sorte, eh bien la réponse One Health, on le sait depuis le début, c'est une réponse assez holistique qui touche de très nombreux secteurs, elle est donc multisectorielle, et malgré tout, on sait que cette réponse One Health est indispensable depuis de très nombreuses années, mais on est, je dirais, dans un espèce de syndrome dit de tour de Babel. Tout le monde a compris ce qu'il fallait faire, mais chacun pense que lui sait mieux que les autres comment il faut faire. Et au bout du compte, on ne parle plus le même langage, et donc l'assemblage ne se fait pas. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que cet assemblage, il est certes entre les différents secteurs de la recherche, de la surveillance et de la réponse, avec aussi bien évidemment des partenaires politiques indispensables, puisqu'il y a des décisions politiques à prendre, mais que si on regarde un tout petit peu en détail, souvent on a des réponses qui sont trop ciblées, qui sont trop localisées. Et au bout du compte, si vous avez dans un écosystème qui est transnational une réponse qui est au niveau d'un territoire, d'un sous-territoire national, en aucun cas vous allez pouvoir avoir un impact au niveau national. Et c'est là où finalement, pour construire la réponse, il faut probablement avoir, comme je le disais, un programme très holistique, multisectoriel, qui repose sur 3 piliers majeurs, qui sont le pilier de la recherche, le pilier de la stratégie de contrôle et le pilier de l'enseignement. Et quand on parle de la recherche, du contrôle et de l'enseignement, on couvre à peu près tous les secteurs, en sachant que si on doit finir par l'enseignement, c'est faire comprendre aux différents acteurs, qui sont les acteurs scientifiques, qui sont les acteurs médicaux, vétérinaires, mais aussi les acteurs politiques, de ce que représente la lutte contre les vecteurs, ce que représente l'enjeu du contrôle et de la maîtrise de la dégradation des écosystèmes pour contrôler le risque d'émergence d'un pathogène. Et on voit que si on a une dynamique de pensée autour de ce périmètre très large de travailler sur la recherche de ce qui fait que quand un écosystème est dégradé, il y a une pullulation microbienne qui est observée chez certains animaux
et que la façon de lutter contre ça est peut-être de restaurer une certaine flore, et qu'en montant ce qu'on appelle des living labs ou des écosystèmes reconstruits, eh bien on peut retravailler sur la diversité et éliminer le risque d'émergence. Que lorsque l'on comprend les mécanismes moléculaires d'adaptation des pathogènes lorsqu'ils sortent d'une faune sauvage pour aller vers une faune d'élevage par exemple ou chez l'homme, eh bien on a des indicateurs de franchissement de barrières d'espèces qui peuvent nous donner des signaux d'alerte nous demandant d'aller retravailler sur les écosystèmes. Et lorsqu'on a des systèmes diagnostiques qui sont suffisamment performants pour qu'en bout de chaîne, si jamais il y a un événement qui est observé chez l'homme, on soit capable assez rapidement, parce qu'on aura eu un inventaire et une espèce de veille commune sur les pathogènes qui circulent, eh bien on sait d'où ces pathogènes sortent, et à ce moment-là, on sera capable de travailler sur la source infectieuse et essayer de comprendre quels sont les mécanismes qui ont permis à un moment donné à ce pathogène de passer de la faune sauvage et ou de la faune d'élevage vers l'homme. Donc, à partir de ce moment-là, on est capable d'aller communiquer vers le politique et vers le décideur les actions qui sont nécessaires à mettre en place pour étoffer la surveillance, mais aussi commencer à mettre en place les structures de contrôle. Et bien évidemment, la communication vers la population générale est aussi très importante parce que, si ça se trouve, la communauté non scientifique peut être aussi un acteur du contrôle de la circulation des virus et des pathogènes, bien évidemment. Donc vous voyez, on a un enjeu devant nous qui est considérable. Mais, et je finirai avec ça, nous sommes à Lyon. À Lyon, il existe un écosystème scientifique, un écosystème universitaire particulièrement riche, avec une école vétérinaire performante, avec des universités qui couvrent tous les champs, qui aussi bien sciences humaines et sociales que sciences dures par rapport au risque d'émergence des pathogènes. On a des hôpitaux performants, on a des sociétés qui sont capables de développer des tests, des outils, des moyens, des éléments de réponse à une émergence, bref, et une volonté politique probablement aussi de développer tout ce qui est autour du One Health dans cet écosystème aussi riche. Eh bien, saisissons l'opportunité au vol, construisons ensemble une réponse qui soit une réponse ambitieuse, mais qui nous permettrait probablement de proposer en tout cas une réponse à la fois scientifique et politique meilleure que ce que l'on a pu avoir au cours de la pandémie. Voilà, merci à vous et bonne séance de travail pour la suite.